Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation. Vice-président de LR, président délégué de la région Île-de-France. On a beaucoup de questions à vous poser. Évidemment, vous êtes avec nous jusqu'à 20h, mais d'abord à 19h32, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien du soir avec la séquence vrai ou faux. Aubry Perrault nous a rejoint ce soir. Bonsoir Aubry. On va parler ce soir d'un sujet qui est visiblement pris très au sérieux par le vice-président américain himself, J.D. Vance, les extraterrestres. Ce n'est pas une blague, il en a même parlé ce week-end dans une interview. Je n'ai pas eu le temps de me consacrer à ce sujet pour comprendre, mais croyez-moi, ça m'obsède. Je suis obsédé avec ça. Je me suis déjà dit plusieurs fois, ok, allons à la zone 51 pour tenter de percer le mystère. Alors, de quoi parlait-il, Aubry ? Ouais, le sujet peut paraître surprenant vu de France, mais je vous assure qu'il fascine les Américains, y compris leurs dirigeants, vous avez entendu. Alors, les ovnis, les objets volants non identifiés, est-ce qu'ils existent vraiment ? Eh bien, aux États-Unis, la croyance, elle est assez ancienne. On va vous expliquer pourquoi. Vous savez, J.D. Vance, il parle de la zone 51 dans son interview. Alors, qu'est-ce que c'est la zone 51 ? Eh bien, c'est à l'ouest des États-Unis, dans l'État du Nevada. C'est une zone désertique où il y a une base militaire qui est longtemps restée secrète. Secrète pourquoi ? Eh bien, parce que pendant la guerre froide, l'armée y fait des tests sur les avions, sauf que pour certains, elle est longtemps restée secrète parce qu'en réalité, elle servait à l'étude des extraterrestres. Pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup d'Américains assurent avoir vu des extraterrestres, notamment en 1947, lorsqu'un aéronef se crache. Eh bien, l'armée assure qu'il s'agit d'un ballon sonde comme celui-ci, mais à l'époque, la presse américaine, elle évoque une autre piste. Il s'agirait en réalité de débris de soucoupes volantes. Alors évidemment, il n'en faut pas plus pour alimenter les théories les plus folles. Et dans les années 90, rebondissement, eh bien, ces images sont diffusées. On y voit la dissection d'un alien par un soldat américain. Alors ça, ce serait la preuve eh bien, qu'en 1947, ce n'était pas un ballon sonde, mais c'était bien un équipage d'extraterrestres qui s'est crashé. Évidemment, on découvrira plus tard que la vidéo est une vaste supercherie. Effectivement, ça c'est bidon, mais il y a quand même des services de l'État américain qui enquêtent très sérieusement sur ce genre de phénomène. Oui, l'étude des ovnis, c'est quelque chose qui existe même en France par le CNRS. L'idée, c'est de comprendre que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être ces éléments que certaines personnes aperçoivent et signalent dans le ciel. Mais alors aux États-Unis, vous l'avez dit, le gouvernement y a même consacré un service et son directeur a conclu en 2024. Il n'y a aucune preuve de la présence d'extraterrestres et pourtant, certains continuent à croire à leur existence. À commencer par le vice-président américain lui-même. Et ce qui est intéressant dans cette interview donc, de J.D. Vance ce week-end, c'est aussi comme il en parle de ces aliens. Ben oui, parce que selon lui, ce ne seraient pas vraiment des aliens. Je vous propose d'écouter. Je ne pense pas que ce soit des aliens, mais plutôt des démons. Toutes les religions du monde, y compris la religion chrétienne à laquelle je crois, a compris qu'il y a des choses étranges autour de nous et des choses très difficiles à expliquer. Voilà, J.D. Vance y fait le lien entre les aliens et des démons, la religion catholique. Et ça, c'est pas anodin parce qu'en fait, J.D. Vance, eh bien, c'est un fervent catholique qui s'est converti au catholicisme en 2019, et on l'a même aperçu au Vatican. Et ce parcours religieux, il est complètement lié à son parcours politique. Il le dit lui-même, j'ai constaté une réelle convergence entre ce que je souhaitais voir en politique, donc, et ce que l'Église catholique souhaiterait. La religion est donc étroitement liée à la politique. La frontière entre l'État et l'Église se brouille. Donc ce n'est pas étonnant ni anodin que J.D. Vance ramène absolument tout, y compris les aliens, eh bien, à la religion. Merci pour cette explication. Du coup, on ne sait toujours pas pour les extraterrestres. Ah bah non, toujours pas. Bon, on attend. Merci beaucoup, Aubry. On rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. Le samedi à midi. Le samedi à midi. Geoffroy Didier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous ne croyez pas aux extraterrestres. C'est une déclaration que l'on retiendra ce soir de cette interview. On va peut-être en retenir d'autres également. Vous êtes président DLR, président délégué de la région Île-de-France. L'actualité du jour, ce sont donc ces aides annoncées par le gouvernement à ceux qui sont en première ligne face à l'augmentation des prix du carburant. Dans un premier temps, le gouvernement nous avait dit on n'a pas d'argent, on a les poches vides, on ne peut pas. Et là, en tout, 600 millions, on en parlait tout à l'heure. Il y a un petit peu pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, un effort aussi pour les ménages les plus modestes. Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Vous dites qu'il fallait le faire, il fallait aider de manière ciblée ceux qui souffrent le plus de cette situation ? Oui, je le crois. Ce sont des aides ciblées qui sont utiles parce que beaucoup de Français, beaucoup d'entreprises souffrent évidemment de ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Ça va aider les transporteurs routiers, ça va aider les agriculteurs, ça va aider les pêcheurs. Mais en réalité, on est obligé de cibler les aides.
Parce que si on n'avait pas fait n'importe quoi pendant des années, avec des dettes qui augmentent, avec des chiffres qui sont vertigineux, là, on pourrait effectivement faire comme dans certains pays européens, c'est-à-dire aider de manière un peu plus forte. Je vois que le Rassemblement national demande une baisse de la TVA. Je vois que la France insoumise demande aussi une baisse de la fiscalité. Ils sont très gentils, mais en réalité, on ne le peut pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des chèques en bois. Vous aviez soutenu à l'époque chez LR la baisse des 15 centimes. Mais je vais vous dire une chose. On va regarder la réalité en face. La dette publique, elle augmente de 5 000 euros par seconde. Par seconde. Notre émission, elle dure quoi? À peu près une demi-heure. Sur une demi-heure d'émission, la dette publique aura augmenté de 30 millions d'euros. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on promette monts et merveilles aux Français? Qu'on leur raconte n'importe quoi? C'est la faute des Français ou des responsables politiques? C'est la faute des responsables politiques. C'est la faute, d'Emmanuel Macron qui a fait exploser la dette. Et il a le Covid à bon dos, parce que bien sûr qu'il fallait faire ce qu'il fallait faire pendant le Covid. Mais si il avait maîtrisé la dette avant le Covid, là, tout était justifié. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est inextricable. Et ne pas cibler les aides et laisser des aides comme ça à tout le monde, ce serait vraiment, à mon avis, une erreur politique. Même si, encore une fois, j'ai commencé par vous dire que, bien sûr, que je pense à tous ceux pour qui l'essence est trop chère aujourd'hui. Mais il faut, à ce stade, cibler agriculteurs, transporteurs routiers, pêcheurs. Et vous pensez qu'on a réagi suffisamment vite à l'allumage, ou finalement le fait on ne pourra rien faire, qui débouche si on fait quelque chose, une première aide, puis après une seconde, c'est pas une incitation à la colère des gens en disant il faut vraiment qu'on fasse pression pour obtenir quelque chose? C'est souvent comme ça en France, on le sait. Et la pression va se poursuivre et peut-être même s'amplifier. Mais je crois que les Français sont intelligents et qu'on peut leur dire les choses, qu'on peut leur dire la vérité. Et leur parler de la dette. D'ailleurs, je sais gré à François Bayrou, lorsqu'il était Premier ministre, d'avoir alerté les Français sur le niveau de dette. Ça n'a pas porté chance. Non, ça n'a pas porté chance. Il n'empêche que je pense que c'était responsable de sa part. Et tous les responsables politiques, il y a responsable. Il faut un discours responsable. Oui, on aide de manière ciblée, on aide de manière provisoire, parce qu'il y a les victimes les plus graves de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau géopolitique, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire des chèques en blanc et surtout des chèques en bois. On ne va pas plus loin, c'est ça que vous dites ce soir? Vous dites là on est au maximum, ou alors si ça continue quand même, il faudra quand même continuer à réfléchir et à examiner certaines situations? Mais j'aimerais qu'on puisse aider davantage, comprenez bien mon propos, j'aimerais qu'on puisse aider davantage, mais on ne le peut pas, financièrement on ne le peut pas, et laisser, ou alors, moi je veux bien, mais qu'on nous dise où est-ce qu'on fait des économies? Où est-ce qu'on fait des économies budgétaires? Vous savez que les dépenses sociales, aujourd'hui, nous empêchent d'avoir des marges de manœuvre financières. Le budget, c'est une augmentation de 23 milliards d'euros des impôts. Mais rien que l'indexation des retraites, sur l'année, a coûté 25 milliards d'euros d'impôts. Donc rien qu'avec l'indexation des retraites, on a fait exploser l'augmentation des impôts qui étaient prévus dans le budget. Donc moi, je veux bien, où est-ce qu'on trouve l'argent? Donc oui à des dépenses en moins, et dans ces cas-là, on peut effectivement aider davantage. Mais tant qu'on n'aura pas le courage de faire des dépenses en moins, notamment sur les dépenses sociales, toute aide supérieure à ce qui est aujourd'hui été décidé et ciblé serait un chèque en bois qui desservirait les Français et surtout nos enfants et nos petits-enfants ensuite. Ça serait assez logique que ce genre de choses soit débattu à l'occasion d'une présidentielle. Je vais d'abord faire un petit oui avec mes sabots énormes. Un petit détour par les municipales. Quelles leçons tirez-vous de ces municipales? Alors, en général, les socialistes disent on a sauvé les meubles. LR dit tout le monde dit qu'il a gagné. C'est comme l'école des fans de Jacques Martin. Tout le monde avait gagné. Comme l'école des fans. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que l'échec de villes emblématiques, c'est-à-dire les trois plus grosses, Paris, Lyon, Marseille, soit quelque chose qui doit vous inquiéter, notamment Rachida Dati? On a toujours eu du mal à droite avec les métropoles et la sociologie de Paris, je pense, de gauche. En revanche, moi, ce que je trouve, c'est que c'est la victoire des gens sincères. C'est la victoire de ceux qui ne se sont pas compromis. Nous ne nous sommes pas compromis, contrairement à ce que la gauche parfois nous dit, avec le Rassemblement national, en imaginant des unions avec le RN. Nous ne l'avons pas fait. En revanche, la gauche socialiste, elle, après avoir dit le contraire, s'est complue et a décidé de faire des unions avec la France insoumise. Ce qui n'a pas marché électoralement. Parce que ce soit à Brest, à Toulouse, à Besançon, à Tulle, à Limoges, à Clermont-Ferrand et dans bien d'autres communes, heureusement, ça leur est revenu en boomerang. Est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs sur les candidats, à savoir Mme Vassal à Marseille, à savoir Mme Dati à Paris et à savoir M. Aulas à Lyon?
Est-ce qu'on peut le dire de temps en temps qu'on a été mauvais Ça ne fonctionne pas comme ça. On aurait gagné, vous auriez dit que ces 3 candidats étaient formidables. Bon. Non, donc on refait l'histoire a posteriori. Je suis pas en train de les qualifier, c'est pas à moi de les qualifier, je suis en train de juste de dire que manifestement il y a une dynamique. Tout le monde était content d'avoir Jean-Michel Aulas à Lyon. Oui, enfin il avait 20 points d'avance, il a réussi dans toute la campagne à les perdre. Ok, mais c'est vrai. Et ça peut-être pour une raison simple, dont il faut savoir tirer les enseignements, c'est que la politique, c'est aussi un métier. Moi, je suis avocat, j'ai un métier, mais c'est aussi une mission qui exige du temps, qui exige de l'expérience. Et Jean-Michel Aulas avait très bien réussi dans d'autres secteurs, mais en réalité découvrait la politique. Et vous savez à quel point les campagnes municipales, les campagnes nationales sont extrêmement difficiles, éprouvantes, et en réalité peut-être là-dessus que Jean-Michel Aulas était trop frais. Et dans le cas de Rachida Dati, qui est une politique chevronnée, Pierre-Yves Bournazel a dit que Rachida Dati n'était pas une solution, mais un problème. Oui, je ne peux pas être d'accord avec lui. Mais Rachida Dati, manifestement, n'a pas pu rassembler le centre droit. Puisqu'en fait, d'après ce que je comprends, beaucoup d'électeurs qui s'étaient tournés vers Pierre-Yves Bournazel, en fait, ont voté pour Emmanuel Grégoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette petite ambiguïté en termes de perception avec Sarah Knafo, qui a appelé à voter Rachida Dati, ce qui a dû sans doute décourager certains électeurs du centre de voter pour elle. Voilà. Vous savez, Elle aurait dû réfuter clairement cette main tendue, si on peut l'appeler comme ça. Ça vous concerne, c'est la question de l'union des droites. Si vous m'interrogez en revanche sur le 2027... Le jour où le RN appellera à voter pour vous, vous ferez quoi ? Non mais moi, écoutez, je suis convaincu que ce qu'il faut à la présidentielle, c'est la droite républicaine, pas le Rassemblement national. Je n'ai rien à voir avec le Rassemblement national. Ils sont pour la retraite à 60 ans. Ils sont pour refuser toute contrepartie au RSA, c'est-à-dire il n'y a même pas d'équilibre entre les droits et les devoirs. En fait, c'est pour leur côté de gauche que vous n'êtes pas d'accord avec. Ils sont socialistes. D'accord. Écoutez, sur le plan économique, ils sont socialistes. Ce que je veux dire, c'est que paradoxalement... Au Conseil régional d'Île-de-France, ils refusent de voter le bouclier de sécurité que nous avons mis en place avec Valérie Pécresse pour mieux protéger les communes franciliennes, notamment sur la police municipale, sur les brigades dans les lycées, sur les brigades dans les transports. Ils sont tellement cyniques que quand on sécurise mieux les villes pour mieux protéger les franciliens, ils votent contre. Ils ne le votent pas. Pour revenir sur Paris... Admettez qu'il y a un problème. Non, mais moi, ça m'intéresse plus de parler des idées. Rachida Dati, maintenant, elle a perdu. Mais ce que vous dites ce soir, c'est que c'est la faute de Sarah Knafo ? Non. C'est ce que vous aviez l'air d'insinuer. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis d'abord, c'est la faute de personne. Ce sont les Parisiens qui ont tranché. Je pense que la sociologie de Paris est majoritairement de gauche. Elle n'avait pas un boulevard, devant elle après 25 ans de gauche. Vous savez pourquoi Emmanuel Grégoire a gagné ? C'est une illustration de plus que ce que je vous disais sur les municipales. C'est la victoire des gens sincères. Parce qu'il a refusé de faire alliance avec LFI. A refusé de faire alliance avec LFI. Et je pense qu'en réalité, beaucoup d'électeurs de gauche, cette gauche républicaine, et beaucoup d'électeurs de centre, peut-être même de centre droit, ont trouvé que c'était bien de sa part. Moi, je n'ai pas soutenu Emmanuel Grégoire, mais je comprends aussi pourquoi certains électeurs centristes se sont tournés vers lui, parce qu'il n'a pas pactisé avec le diable. Alors, je voulais vous montrer avec Sonia la une du Point, du dernier Point, qui va nous ramener directement à la présidentielle, où on insiste quand même sur la division qu'il peut y avoir, le nombre de candidats qui semble assez important, et nous éclairer un peu sur ce qui va se passer concrètement. Il y a eu un bureau politique la semaine dernière de LR, donnant les modalités de désignation, donc soit en gros, si j'ai bien compris, soit une primaire, là on va parler des bornes de la primaire, parce que tout est dans les bornes, soit une désignation de M. Retailleau comme candidat naturel. Est-ce que j'ai bien compris ? On va parler de la tuyauterie, si ça vous intéresse. Non, et moi, je ne suis pas plombier, je suis responsable politique. C'est pas que ça m'intéresse, c'est que de la tuyauterie, à la fin de l'histoire, beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Vous savez très bien que c'est pas un hasard. Mais je ne confonds pas le fond et la forme, la fin et les moyens. D'accord. Alors, moi, mon objectif, ma finalité, c'est que ce soit un candidat LR qui devienne le prochain président de la République pour réformer la France. Pardon, mais moi, je reviens à l'essentiel. D'accord. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'une droite républicaine et que beaucoup d'ailleurs parmi les 28 millions de personnes qui ont voté au municipal ont manifesté une envie de droite, mais une droite offensive, républicaine, donc on va pas qui ne soit pas extrémiste. Sarah Knafo, par exemple. Mais Sarah Knafo, elle n'est pas née d'extrême droite. Elle l'est devenue parce qu'elle a bien voulu le devenir. Quand j'étais au Parlement européen,
Moi, j'ai fait le choix de siéger dans un autre groupe que Sarah Knafo, qui siège avec les néo-nazis. Elle est vice-présidente de Reconquête, dont le président, moi non plus, le président Éric Zemmour a expliqué que la seule chose qu'il retenait du maréchal Pétain, c'était qu'il avait sauvé des Juifs. Pardon, j'ai pas tout à fait la même version de l'histoire. Et en pleine campagne présidentielle, il a dit le pouvoir d'achat, on s'en fout. Moi, le pouvoir d'achat, je ne m'en fous pas, parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut mieux aider les c'est Laurent Wauquiez qui dit toujours la primaire de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. C'est pas n'importe qui, c'est le patron des députés LR. Que la solution, c'est que ce soit un candidat, non pas Sarah Knafo ou je ne sais qui d'autre, mais un candidat LR. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les LR gagnent. Ça, j'ai compris. Déjà maintenant, on va faire l'entonnoir. Un LR. Un LR qui est depuis toujours et qui n'a jamais bougé, ou un LR au sens philosophique. Xavier Bertrand, vous savez, j'ai un modèle, ou pas? J'ai un modèle. C'est la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, mais enfin, il n'y en a pas d'autres, là. Donc, non, mais c'est un LR, c'est un modèle, c'est intéressant. Parce qu'en fait, il rassemblait autour, certes, de son incarnation et de son leadership, mais autour du fait de son idéologie de droite, offensive, patriote, républicaine, mais en même temps ouverte et moderne quand il fallait l'être, et jamais extrémiste, offensif sans être extrémiste. Il rassemblait des personnalités qui allaient de Jean-Louis Borloo à Christine Boutin, franchement, qui n'ont pas grand-chose à voir et qui n'ont pas grand-chose à se dire. Et ça, c'est ça le leadership. En 2015, Nathalie Saint-Cric, quand on a gagné l'Île-de-France avec Valérie Pécresse, c'était pareil. Il y avait des personnes de sens commun et puis il y avait Chantal Jouanneau qui est progressiste. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un projet de société. C'est pour ça que moi, je ne veux pas vous parler de tuyauterie. Un projet de société positif, alternatif, qui permette de mieux sécuriser les Français, qui permette de faire en sorte que le travail paye mieux. Tout ça, c'est ça que les Français qui nous écoutent et qui nous regardent attendent. Sarkozy, il avait commencé par s'adresser aux électeurs de Marine Le Pen, vous vous en souvenez. Mais vous savez quoi ? Il n'y a pas d'électeurs de Marine Le Pen. Les Français, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils votent pour qui ils veulent. Parfois, ils votent pour Éric Zemmour. Le lendemain, ils votent pour Emmanuel Macron. Dans ma circonscription, dans les Hauts-de-Seine, j'ai des Français qui me disent, j'hésite, il me le disait l'année dernière, j'hésite entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Je dis, mais je ne comprends pas, c'est pas la même chose. Si, sur le plan économique, je suis plutôt macroniste, sur le plan civilisationnel, je suis plutôt zemmouriste. Vous voyez, en réalité, les Français sont libres, ils se font leur propre jugement. Et en fait, les Français n'appartiennent pas à leur parti politique, c'est pas vrai. Mais comment vous leur... Qu'est-ce que vous leur Donc il n'y a pas les électeurs de Marine Le Pen. Beaucoup des électeurs de Marine Le Pen votaient chez nous. Moi, je veux les reconquérir, j'allais dire les séduire. Non, les reconquérir. Mais vous allez essayer de les reconquérir avec qui ? J'essaie de comprendre les bornes. Ce qui m'intéresse déjà, c'est avec quoi ? Bien sûr, le quoi à la place du qui, ça fait 30 ans que j'entends ça, si vous voulez. Donc ça me rajeunit pas spécialement. Sarah Knafo, elle est dedans ou pas ? Non, elle n'y est pas, on est d'accord. Mais c'est elle qui... David Lisnard. Non, mais dans les candidats... Moi, je joue pas celui-là. Mais c'est elle qui s'exclut du projet de société que j'appelle de mes vœux, en se mettant avec des personnes qui sont... Elle veut faire alliance avec vous, elle s'est désistée pour faire barrage à la gauche à Paris. Mais moi, je ne travaille pas avec des néo-nazis. Gérald Darmanin, moi je ne considère pas que Maréchal Pétain a sauvé des Juifs. Non. Moi, je ne refuse pas d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Moi, attendez, le pouvoir d'achat, je m'en fous pas. Donc, on a des différences qui sont fondamentales quand même. Avouez-le. Il est quoi, Édouard Philippe ? Ça, c'est factuel. C'est pas un jugement de valeur, c'est factuel. Je peux dire le contraire. Est-ce qu'Édouard Philippe fait partie d'un candidat qui pourrait être un candidat LR, comme Xavier Bertrand, qui était parti, revenu. Ces gens-là, c'est quoi ? Darmanin, Gérald ? Je veux juste essayer de comprendre. Ou c'est Bruno Gérard Larcher ? Gérald Darmanin et Édouard Philippe, vous connaissez leur pédigree, ils viennent des Républicains. Donc c'est-à-dire quand on est républicain, on va républicain. Non, je ne dis pas ça. Mais d'ailleurs, ils ont quitté les Républicains. Ça veut dire qu'ils sont peut-être demain compatibles. D'accord. Compatibles. Mais moi, ce que je veux, c'est que... Vous savez, je déteste l'expression bloc central. Parce que bloc, ça fait communiste, et central, ça fait centriste. Et central, ça fait centriste. Moi, je ne suis pas centriste, je suis de droite. Donc moi, ce que je veux, c'est que ce soit un homme ou une femme de droite qui l'emporte avec un projet de droite. Et qui peut si le centre-droit, incarné par Édouard Philippe et Gérald Darmanin, veulent se greffer à nous et venir amplifier notre capacité à gagner et à susciter l'adhésion par un projet de droite positif et alternatif, qu'ils viennent, surtout qu'ils viennent. Ça veut dire, par exemple, Bruno Retailleau n'est pas exactement dans vos... Puisque lui a refusé de soutenir Christian Estrosi, mais était plutôt du côté d'Éric Ciotti, ça veut dire qu'il ne peut pas faire partie de votre vivier LR. Bruno Retailleau, il est président des Républicains.
Donc, il fait parti du vivier LR. Je suis vice-président d'un parti dont le président a été élu par les adhérents, qui s'appelle Bruno Retailleau. Parce que vous dites que c'est les valeurs qui comptent et qu'il ne soutient pas le candidat DLR, mais qu'il soutient celui... Vous savez très bien... Vous dites les gens qui sont sincères. Est-ce que vous pouvez me citer une ville sur les 36 500 où il y a une alliance entre les LR présidés par Bruno Retailleau et l'extrême droite? Une ville. Vous qui avez tant d'expérience politique... que je connais votre science politique. Une ville. J'attends. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez fusionné. Voilà. Je suis en train de dire Donc en réalité, pourquoi est-ce que Bruno Retailleau ne pourrait pas avoir le droit de représenter les LR? Il n'a fusionné avec aucun candidat du Rassemblement national. En revanche, sur Nice, c'était un cas très singulier avec Christian Estrosi et son ancien collaborateur Éric Ciotti. Éric Ciotti a quitté notre famille politique avec fracas et de manière quand même pas très classe. Donc, avouez quand même que c'était plus logique que nous allions soutenir Christian Estrosi. Enfin, vous ne l'avez pas fait en l'occurrence. Donc, Moi, je l'ai fait. Non, mais vous. C'est moi qui suis invité. Au sens large, vous avez ce que je pense. Bruno Retailleau ne l'a pas fait. Le président de votre parti ne l'a pas fait. Non, mais Bruno Retailleau a considéré que dans l'entre-deux tours, Christian Estrosi était allé un peu trop à gauche et donc n'a pas appelé à voter Éric Ciotti, a dit la campagne est délétère et ce sont les Niçois qui décideront. Les Niçois ont décidé. Félicitations au maire que je n'ai pas soutenu, mais d'ailleurs ça tombe bien, je ne suis pas niçois. Il est élu, basta. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Avouez quand même que le cas de Nice était bien singulier avec une mauvaise salade niçoise. D'accord. Maintenant, comment on choisit? Alors maintenant que j'ai à peu près mon Maintenant, on arrive à la tuyauterie. Donc maintenant, je me transforme en plombier. Non, mais la plomberie est essentielle, vous savez bien. Bien sûr, mais en fait, elle est secondaire. Non, elle est secondaire. Vous savez très bien que quand on fait un congrès... Ça veut dire que vous n'allez pas répondre. Non, je vais répondre. Quand on fait un congrès avec le vote des militants, on a une chance sur deux d'avoir des choses qui ne sont pas la même chose que si on inclut les sympathisants. Alors, ça a l'air de rien, ce truc-là. Les adhérents LR qui payent une cotisation LR, et dont je les remercie, vont décider en avril s'ils souhaitent que ce soit Bruno Retailleau qui soit le candidat, s'ils souhaitent que ce soit une primaire fermée, c'est-à-dire une primaire uniquement pour les adhérents, ou une primaire ouverte. Moi, j'ai jamais eu peur de la démocratie. Par définition, sinon je ferais un autre métier. Donc, je suis favorable, effectivement, en tant qu'adhérent LR, à ce qu'il y ait une primaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, en 2017, quand on avait choisi, en 2016, quand on avait choisi François Fillon, 4 millions de personnes avaient voté à cette primaire. En fait, c'était une fusée. Ça propulsait le candidat. Et si François Fillon a perdu, c'est pas à cause de la primaire, c'est pas vrai. Donc ça peut aussi être une machine à perdre, vous le savez. Pourquoi? Vous considérez que la primaire est plutôt une bonne méthode? Une primaire, un exercice démocratique est toujours sain, et une primaire n'est jamais une garantie de victoire, mais c'est en rien une garantie d'échec. Prouvez-moi quelle est la primaire qui, parce que c'était une primaire, a fait perdre un candidat. Moi, je ne vois pas laquelle. Le problème, c'est surtout quand tous les candidats de la primaire, en général, refusent de soutenir le vainqueur. Et donc, au lieu d'être une fusée, ça se transforme en soufflet qui retombe. C'est pas parce qu'il y a des mauvais joueurs qu'on fait plus de matchs de foot. Ça veut dire que Bruno Retailleau il y a toujours des mauvais joueurs dans une équipe. Il peut recandidater à la primaire, Bruno Retailleau, si on choisit la primaire, oui. Il est président des Républicains, il est candidat à la présidentielle. S'il veut être candidat à la primaire, tous ceux qui souhaitent porter un projet positif, un vrai projet de société. C'est la seule chose qui m'obsède. Mais c'est lui qui est parti, on ne l'a pas chassé. Et Xavier Bertrand, ils peuvent revenir aussi. Mais bien sûr, mais moi, plus il y a de monde au LR, mieux je me porte. Mieux je me porte. Un petit mot sur les accusations de racisme à l'encontre du maire LFI, Bali Bagayoko. On en a parlé ce soir. Un certain nombre de propos ont été tenus sur une chaîne de télévision comparant Je n'ai pas entendu le candidat à des singes. Alors, je ne vais pas reprendre tous les propos. En fait, il y a des propos qui ont été tenus par Michel Onfray, faisant référence à un rite tribal et qui ont été tenus également par notre journaliste et un psychiatre qui faisait des allusions aux primates et aux grands singes. Bon, il y a des tribunaux. Moi, je suis ni procureur ni avocat. Enfin, je suis avocat, mais je ne suis pas l'avocat de qui que ce soit dans cette affaire. Il y a des tribunaux. Vous êtes responsable politique, vous pouvez avoir un point de vue. Oui, mais je n'ai pas le verbatim exact. S'il y a, je vais être très clair, s'il y a des propos racistes, ils doivent être condamnés politiquement et condamnés dans les tribunaux. C'est évident. Voilà. Vous voulez le verbatim? Nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes, et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et puis Michel Onfray, on n'est pas dans une tribu primitive, comme le décrit Darwin, en disant c'est moi qui décide, toi tu auras à manger, toi tu auras les femelles, ce n'est plus du tout comme ça maintenant. Je ne sens pas les âmes, mais s'il y a des sous-entendus
racistes dans leurs déclarations, c'est du racisme et les tribunaux jugeront et condamneront, bien sûr, évidemment. Je ne peux pas approuver une déclaration si elle est raciste dans l'intention de celui qui les profère. Dernier point, on aura quand le nom du candidat? Vous allez dire que je suis obsédée ni par les tuyaux, mais quand est-ce qu'on saura qui se prépare? Est-ce que c'est l'automne, novembre? C'est quoi le timing? Je pense qu'il faut le faire assez vite, parce qu'une campagne présidentielle, c'est un marathon. Il faut aller rencontrer chaque Français. Faire un programme aussi. Un programme, bien sûr, mais on y travaille, ça. Ouais. J'ai quelques idées, d'ailleurs. Vous voyez, on parle beaucoup de tuyauterie, mais moi, j'aurais préféré... Non, mais après, l'incarnation portera votre programme. Vous pourriez être candidat à la primaire? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que moi... Pour défendre ses idées, c'est une bonne tribune. Voilà. Oui, assez sûr, tôt, mais il y a c'est différentes manières de porter ses idées en politique. On n'est pas obligé d'être tous candidats à l'élection présidentielle. Non. Assez tôt. C'est quand assez tôt? Il faut que ce soit à l'automne maximum. Ah, d'accord. Donc peut-être on va avoir une surprise avant l'été. Pour qu'on passe de bonnes vacances avec Sonia. Bon, au plus tard à l'automne, d'accord. C'est pas moi qui décide. Au plus tard à l'automne, et le vote des adhérents LR 18 avril. 18 avril. On a retenu la date, c'est coché dans nos agendas. Merci beaucoup Geoffroy Didier d'avoir été notre invité ce soir. Merci Nathalie, on se retrouve demain à 18h. Tout est politique, le JT Monde et les informés de France Info tout de suite. Excellente soirée. Bye.